Vous avez vu ce qui s'est passé? En l'espace de quelques heures, une décision du Conseil de sécurité, un discours royal et une main tendue qui a fait réagir Washington, Paris et toute la région. Mais la vraie question est simple. Pourquoi Sa Majesté Mohamed VI a-t-il choisi ce moment pour tendre la main à l'Algérie? Et qu'est-ce que ça change pour vous, pour nous, pour l'avenir du Maghreb? Restez jusqu'à la fin. Je vais vous révéler les coulisses politiques, les intérêts qui se jouent et le scénario probable, celui qui pourrait rouvrir des frontières, relancer des millions d'échanges et changer la vie quotidienne de millions de familles. Imaginez un instant. Après 50 ans de froideur diplomatique, une résolution onusienne redessine le cadre du débat. Le roi prononce un discours inhabituel et appelle son voisin à la table du dialogue. Et immédiatement, des conseillers à la Maison-Blanche et des diplomates européens prennent la parole. Ce n'est pas une simple dépêche de dernière minute, c'est un moment charnière qui peut modifier les routes commerciales, la sécurité et la vie quotidienne au Maghreb. Ce que je vais vous raconter maintenant, ce sont les coulisses qu'on ne vous dit pas à la fin du journal. Je vais décoder les intentions, les relais internationaux et surtout ce que cela signifie pour la jeunesse, les commerçants et les familles séparées par une frontière qui, depuis des décennies, reste fermée. Pour saisir l'ampleur de l'instant, il faut remonter. La question du Sahara occidental n'est pas née hier. Elle s'enracine dans l'histoire, les revendications territoriales, les migrations et des décennies de politiques bilatérales échouées. Depuis 2007, le Maroc propose une autonomie large pour les provinces du Sud comme base de solution. Cette proposition n'a cessé d'être débattue sur la scène internationale, parfois rejetée, parfois considérée pragmatique. Et puis, fin octobre, le Conseil de sécurité adopte une résolution qui, d'une certaine manière, donne un nouveau poids à cette option. Il appelle à des négociations sur la base d'un plan d'autonomie. C'est ce basculement diplomatique qui ouvre une fenêtre politique. C'est dans ce trou d'air que le roi choisit de tendre la main à l'Algérie. Mais attention, tendre la main, ce n'est pas effacer des décennies de défiance en un geste symbolique. Derrière le message chaleureux, il y a des blessures profondes, des récits concurrents et des calculs stratégiques. L'Algérie n'a pas voté la résolution de la même manière, elle observe avec prudence, soucieuse de préserver ses positions et sa posture régionale. Les élites politiques des deux pays portent des mémoires différentes. La société civile, les médias et même les populations locales ont des représentations divergentes de l'histoire commune. La grande question devient, ce geste suffit-il à lever les rancœurs? Non, mais il crée une opportunité. En politique, une opportunité, si elle est bien exploitée, peut engendrer une cascade de changements. Regardons ce qui se joue en coulisses. Première ligne, les États-Unis. Dans les heures qui suivent le discours royal, la Maison-Blanche et ses conseillers affichent un soutien prudent, parlant de sagesse et d'occasion diplomatique. Ce soutien public n'est pas anodin. Il signifie que des équipes de Washington travaillent déjà à établir des garanties, à proposer des calendriers, à coordonner des médiations techniques. Quand une grande puissance se met à jouer le rôle de facilitateur, elle apporte non seulement de la voix, mais aussi des leviers financiers et de sécurité. C'est ce qui peut convaincre des acteurs réticents à passer du verbe aux actes. Deuxième ligne, l'Europe et la France en particulier. Paris a des liens historiques et économiques avec Rabat et Alger. Sa position est souvent nuancée. Tout en souhaitant la stabilité, elle pèsera ses intérêts. La France surveille surtout les conséquences pratiques, sécurité, migration, intérêts économiques, qui ont un effet direct sur le territoire européen. Que Paris salue prudemment l'initiative n'est donc pas un simple applaudissement diplomatique. C'est un signal qu'elle est prête à accompagner si cela sert ses intérêts et ceux de la région. Le message est clair, l'initiative marocaine n'est pas un fait isolé. Elle s'inscrit dans une orchestration internationale. Mais quelle est la finalité réelle ? Au-delà de la posture morale, le geste du roi s'inscrit dans une stratégie concrète. Transformer une victoire diplomatique en avantage économique et stratégique. Sécuriser l'arrière-pays saharien, attirer des investissements, construire des corridors d'échange, affirmer un leadership régional doux. Voilà des objectifs palpables. Et côté algérien, accepter le dialogue peut offrir une porte de sortie honorable. Garantie de sécurité, coopération sectorielle et un espace pour négocier sans perdre la face. Les négociateurs le savent. Tout accord doit préserver la dignité des deux États, c'est l'épine dorsale du compromis politique. Le vrai test arrivera avec la réponse d'Alger. Si Algérie accepte un dialogue sincère et technique, soutenu par des garanties internationales, nous pourrions assister à une accélération rapide. Réouverture progressive des points de passage, projets communs en matière d'énergie et d'infrastructures et une dynamique économique nouvelle. Ce serait le début d'un basculement concret. Emploi, commerce, mobilité. Mais si Algérie rejette l'offre ou pose des conditions inacceptables et pour Rabat, la réaction pourrait être inverse.
Durcissement, isolement diplomatique et montée de la tension? Entre ces deux extrêmes, la région jouera avec le feu de l'incertitude. Pour vous, citoyens, les conséquences sont tangibles. Premièrement, l'économie locale et l'emploi. La réouverture graduelle des échanges frontaliers relancerait des chaînes d'approvisionnement interrompues depuis des années. Transport routier, marché transfrontalier, tourisme régional. Pour un petit commerçant, cela signifie un marché élargi. Pour un jeune diplômé, davantage de postes liés aux échanges. Pour des régions frontalières longtemps marginalisées, des investissements et des infrastructures. Mais ces gains ne sont pas automatiques. Il faudra des accords tarifaires, des investissements et des mécanismes de régulation. Sans cela, la promesse restera sur papier. Deuxièmement, la sécurité et la gestion des flux migratoires. Une coopération renforcée permettrait une meilleure coordination contre les réseaux criminels et terroristes qui prospèrent souvent dans des zones isolées. Des efforts conjoints sur la sécurité pourraient diminuer l'espace d'action des groupes armés et stabiliser des régions fragiles. Pour les familles séparées, cela veut dire la possibilité de retrouvailles, moins de tracasseries administratives et à terme des procédures plus humaines pour les déplacements transfrontaliers. Troisièmement, l'impact social et politique. Un rapprochement réussi relancerait l'idée d'une intégration maghrébine qui pourrait à moyen terme augmenter le niveau de vie, conférences économiques, zones franches communes, échanges universitaires. Les jeunes pourraient bénéficier d'une mobilité accrue, d'opportunités d'études et d'emploi dans d'autres pays du Maghreb. Mais si le processus s'échoue, le climat politique peut se fermer, nourrissant des discours nationalistes des deux côtés, avec des conséquences directes sur les libertés et l'économie. Quelles sont les options concrètes sur la table ? Les diplomates travaillent déjà sur des formules, comité mixte pour gérer l'eau et l'énergie, accords de facilitation douanière, calendrier de réouverture progressive des postes frontaliers et garanties internationales en matière de sécurité. Ce sont des instruments pratiques, nécessaires pour passer du symbolique au concret. Les bailleurs de fonds internationaux pourraient être accompagnés par des projets d'infrastructure et par des programmes de développement targetés pour compenser les coûts initiaux de la normalisation. Mais il y a des risques. Le principal est l'écart entre promesses et réalisations. Les frustrations de l'opinion publique, si elles sont instrumentalisées par des factions radicales, peuvent en péril le processus. De plus, la gestion médiocre d'une phase de transition, par exemple une ouverture mal encadrée, pourrait provoquer des tensions locales et des violences. C'est pourquoi la transparence et la mise en place d'observatoires indépendants sont essentiels pour suivre les engagements et garantir que les bénéfices parviennent aux populations. Au-delà des calculs immédiats, il y a une vérité plus profonde. La diplomatie avance souvent par opportunité. L'heure est à la capacité d'en tirer parti. Sa Majesté Mohamed VI a utilisé un momentum juridique et diplomatique pour proposer une sortie positive à un conflit qui a trop duré. C'est une démonstration de leadership, tendre la main plutôt que d'escalader. Ce geste, s'il est suivi d'actions concrètes et d'un accompagnement international sérieux, pourrait transformer la région. Sinon, il restera un moment fort dans les discours, mais sans impact réel sur la vie quotidienne. Ce que vous pouvez faire en tant que citoyen informé, suivre de près l'évolution, demander des engagements clairs à vos représentants, exiger la transparence sur les accords et soutenir les initiatives citoyennes visant à surveiller les résultats. Les commerçants, les jeunes et les familles séparées ont un rôle à jouer, faire entendre leurs besoins et peser pour que les promesses diplomatiques se traduisent en projets concrets sur le terrain. Nous sommes donc à un carrefour, une résolution, un discours royal et des relais internationaux qui se penchent sur le dossier. L'issue dépendra de la volonté politique, de la qualité des négociations et de la capacité des acteurs à traduire la parole en actes. Pour les millions de personnes qui vivent au Maghreb, l'enjeu est réel. Emploi, sécurité, retrouvailles familiales et développement durable. Ce n'est pas un conte de diplomate, c'est la vie quotidienne qui pourrait changer si la responsabilité l'emporte sur l'affrontement.